Mais ça permet de commencer à faire connaissance. Donc, juste on se présente et puis ensuite on fera peut-être quelque chose un tout petit peu plus formel en attendant encore 1 ou 2 minutes que tout le monde se connecte. Donc, Sébastien, toi tu commences pas par te présenter parce qu'on va te présenter. Voilà, on va faire les choses encore mieux que ça. Olivier, à toi. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Très bien, OK. Bonjour à tous, bonjour Sébastien. Bonjour, bonjour. Donc, on est tous les trois réunis là, hein, des académies de Paris, Créteil et Versailles. Et puis l'Académie de Toulouse, en la personne de Cédric Marty, va bientôt nous rejoindre également, puisqu'on est les référents académiques, mémoire et citoyenneté de ces quatre académies. On va faire des présentations un tout petit peu plus formelles dans un instant. Et donc, il est 17h03. Vous êtes sur une plateforme qui s'appelle donc Webex. Vous êtes 68 pour le moment. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et puis on fera au mieux pour répondre à vos questions en situation, que ce soit Sébastien ou nous. Mais si on n'arrive toutefois pas à répondre à vos questions, on y apportera une réponse en différé. En tout cas, on va soigneusement les prendre en note. Voilà. Et donc, sur cette plateforme, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, rien. Vous voyez le diaporama de Sébastien Ledoux qui s'affiche. Et je propose qu'on commence peut-être maintenant ce webinaire, si vous êtes tous les trois d'accord. Oui. Bon, alors donc très officiellement, bonjour à toutes et à tous des académies de Paris, Créteil, Versailles et Toulouse. Merci de vous être connectés, de continuer à vous connecter aussi nombreux depuis vos académies respectives. Donc ce webinaire est le tout premier d'un cycle de webinaires qu'on souhaite consacrer aux questions à enjeux mémoriels et civiques. Et ce parcours s'inscrit lui-même dans d'autres types de formations, à laquelle d'ailleurs Sébastien Ledoux a participé tout récemment pour l'Académie de Versailles, avec nos partenaires, que ce soit la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, le Mémorial de la Shoah, le Musée national de l'histoire de l'immigration, oula, j'ai peur d'en oublier, l'ONAC-VG. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Évidemment, le musée mémorial du terrorisme, et je crois d'ailleurs que Lucie Vouzelot est avec nous. Et puis d'autres encore, plus spécifiques peut-être à l'Académie de Toulouse, comme le camp de Rieswald. Et donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de se questionner ensemble sur, enfin de ce cycle de webinaire, c'est de se questionner sur ces thématiques, justement, la mémoire de l'esclavage, du racisme et de l'antisémitisme, de la question du terrorisme, de l'engagement des élèves, de l'hommage. Et ça s'inscrit aussi temporellement dans le cadre du plan de lutte national contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations liées à l'origine, qui a été annoncé par notre Première ministre en janvier 2023 et qui prévoit notamment pour tous les élèves au cours de leur scolarité la visite d'un lieu de mémoire. Voilà, donc c'est un peu dans ce contexte qu'avec Olivier Dautrem, Jérôme Chastan et Cédric Marty, on s'est dit que ça serait bien de prévoir un cycle de webinaires et on vous en dira plus à la fin de ce webinaire précisément, mais on a un autre webinaire qu'on envisage pour le mois de janvier autour plus particulièrement des questions liées à la justice. Voilà, donc dans ce contexte, on a donc pour aujourd'hui invité Sébastien Ledoux et je laisse tout de suite Jérôme Chastan eh bien, présenter très officiellement Sébastien Ledoux. Oui, bonjour, merci beaucoup Sophie. Donc Sébastien Ledoux, que vous connaissez certainement, est maître de conférence à à l'Université de Picardie Jules Verne et il est aussi responsable de l'axe éducation-information de l'EHNE, de l'Encyclopédie pour une histoire de l'Europe à Sorbonne Université. Il a travaillé beaucoup travaillé sur la notion d'histoire et mémoire, et notamment sa thèse portait sur la formule de devoir de mémoire. Et il a aussi réfléchi sur ce qu'on a appelé le roman national, les formes de mémoire officielles, avec différents enjeux et autour de différents événements, notamment la guerre d'Algérie. Donc voilà, une grosse réflexion sur la question de la mémoire, sur les lieux de mémoire, sur
tout ce qu'il y a autour des commémorations, et vous avez peut-être vu aussi sa réflexion sur l'usage de la minute de silence à l'école et ce qu'il a publié notamment dans Le Monde récemment sur Internet. Voilà, merci. C'est à moi? Donc du coup, Sébastien, on t'écoute je crois à peu près environ 45 minutes, mais évidemment, hein, le temps n'est pas si compté que ça. Et puis ensuite, on souhaitait aussi qu'il y ait un temps justement d'échange et de réponse aux questions qui pourraient être posées par les participants. Donc surtout si vous avez des questions, eh bien voilà, posez-les au fil de l'exposé de Sébastien Ledoux, de façon à ce qu'on puisse ensuite les lui soumettre. Et puis ensuite, on aura un petit temps avec Olivier Dautrem plus spécifiquement sur ce qui va nous réunir prochainement, à savoir la commémoration du 11 novembre. Voilà, donc là, Sébastien, c'est à toi. Merci. Alors, merci beaucoup pour cette invitation, hein, pour donc initier ce cycle webinaire. Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être aussi nombreux pour ce rendez-vous. Donc, je vais essayer de synthétiser en à peu près 40 minutes, peut-être, pour essayer de laisser du temps quand même aux questions et aux échanges. 35-40 minutes, c'est ce que je vise dans cet exposé, forcément limité, hein, puisque les politiques de mémoire à l'école ou les politiques de mémoire et l'école, c'est évidemment un vaste sujet. Alors, il me semble, commencer par finalement vous présenter. Alors, attendez, j'arrive plus à retrouver j'ai plus la main sur le diapo, Sophie, si tu es encore là. Je sais pas pourquoi. Alors, je suis là. Normalement, tu as la main, mais si tu l'as pas, je vais la reprendre. Et à ce moment-là, je vais moi-même déplacer les diapositives quand tu me le diras. Oui, D'accord? d'accord, on va faire comme ça. Voilà. On va en fait commencer par déjà présenter la mutation des politiques mémorielles depuis les années 1990, puisqu'on ne peut pas finalement comprendre ce qui s'est joué comme enjeu mémoriel à l'école sans présenter finalement cette mutation. Cette mutation des politiques mémorielles depuis les années 90, je vous ai mis deux images de photographies qui sont un peu le symbole de cette transformation, puisque on est en 1989 pour celle de gauche, avec la commémoration du bicentenaire de la Révolution française, et on passe au 16 juillet 95, qui, comme vous le savez, donc correspond à la prise de parole du président de la République Jacques Chirac lors de la commémoration donc, du Veldiv, et donc présenté comme la journée nationale à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites. Et en quelques années, donc c'est ça qui est intéressant, hein, entre 89 et 95, en quelques années, vous avez un État qui va infléchir sa politique mémorielle, comme on dit, hein, c'est-à-dire cette politique qui consiste à faire des actions, des discours à l'égard du passé national, pour tenter à la fois de rendre une certaine fidélité au passé, hein, et aussi d'agir pour le présent. Hein. On a toujours les deux quand on est dans une politique mémorielle. On est à la fois dans un discours sur le passé, mais on est aussi dans une intention d'agir pour le présent et même pour l'avenir. Et donc on est avec trois catégories temporelles. Pourquoi une inflexion? En fait, en résumé, je suis obligé de résumer, vous avez depuis la fin du 19e siècle, hein, depuis la Troisième République, en gros, finalement un État qui s'est investi dans le passé pour surtout raconter des faits glorieux, surtout raconter des événements historiques qui sont plutôt du côté de la victoire, soit de la victoire militaire, et on en a donc une trace avec la commémoration, les différentes commémorations qui ont eu lieu, hein, le 8 mai, la journée du 8 mai pour 1945, la journée du 11 novembre pour la Première Guerre mondiale, et puis la troisième commémoration qu'on connaît un peu moins, c'est la fête de Jeanne d'Arc, qui correspond aussi à une certaine victoire. On est juste après la guerre 14-18, là aussi. Et enfin, la quatrième commémoration nationale jusqu'aux années 90, c'est au début des années 1880, le 14 juillet, pour fêter une victoire politique, hein, qui est évidemment la victoire politique, la victoire de la Révolution française du 14 juillet 89 ou 90.
c'est selon, mais enfin, en tout cas, on est bien avec la perspective de commémorer et donc de restituer une victoire politique. Autrement dit, on est avec un narratif, comme on dit aujourd'hui, qui est porté vers des histoires plutôt de victoire politique, militaire, et on est avec des hommages avant tout à des héros qui ont défendu le territoire ou alors qui ont défendu la souveraineté. Donc là, évidemment, on est avec, je pense notamment l'hommage au monument aux morts des années 1920-30 pour les combattants hein, qui ont permis la victoire de la France et donc qui ont défendu la souveraineté nationale. Et puis, on est avec aussi des hommages réguliers à ceux qui ont participé à la conquête de nouveaux droits. Donc, c'est l'image du Panthéon, hein, donc c'est le symbole du Panthéon, c'est ça, hein, c'est aussi finalement honorer et rendre hommage à ceux qui ont participé à la conquête de nouveaux droits. Donc, on est plutôt sur ce narratif-là, cette orientation narrative-là, qui va continuer, bien sûr, après les années 1980, mais un autre régime narratif, en fait, une autre narration va prendre place et va s'imposer de plus en plus, puisque la plupart des commémorations, on passe de 4 à 11 en 30 ans, hein, donc ce qui est évidemment tout à fait significatif d'un nouveau régime de politique mémorielle. On passe de 4 commémorations nationales à 11 commémorations nationales, et la plupart de ces commémorations, finalement, s'orientent vers un autre hommage, qui est un hommage aux victimes de violences. Et on est à effectivement commémorer et rendre hommage dans ces politiques nationales, ces nouvelles politiques nationales, on est finalement à rendre hommage à des personnes qui ont souffert, qui ont été victimes donc, de violences, c'est ce que j'ai dit, à travers des guerres, des faits guerriers. Hein, donc la Seconde Guerre mondiale, on va rendre hommage aux Juifs, donc à la déportation et à l'extermination des Juifs. Et donc on a cette instauration d'une nouvelle commémoration nationale en 1993 par François Mitterrand à l'époque, hein, qui instaure une journée nationale à la mémoire des victimes des persécutions racistes et antisémites. Et cette journée nationale, en fait, l'instauration de cette journée nationale marque le point de départ de cette, finalement, de ce nouveau narratif, de cette nouvelle politique mémorielle qui va de plus en plus, et à travers différents épisodes de l'histoire nationale, rendre hommage à des victimes. Et même quand on va commémorer, donc par exemple le 19 mars, donc c'est une loi de 2012 hein, qui est votée en 2012 par le Parlement, même quand on va commémorer le 19 mars, qui est donc le cessez-le-feu de la guerre d'Algérie, là on est du côté de la guerre d'Algérie, on va plutôt commémorer des victimes de la guerre d'Algérie à travers donc différentes figures que sont donc les harkis, les appelés et même les rapatriés, en considérant que toutes ces personnes, tous ces acteurs de la guerre d'Algérie sont des victimes. Donc ce sera le nouveau récit en fait de la guerre d'Algérie à partir des années 2000. Donc on a une mutation profonde qui correspond en fait à une nouvelle appréhension du passé qui n'est pas que réservée à l'État, mais qui est finalement dans la société même, hein, qui se penche ou qui se cristallise une attention envers des victimes de violences. Et avec cela, on a une sorte de nouveau contrat social, un nouveau contrat narratif qui se met en place entre l'État et finalement les citoyens, où l'État va finalement considérer qu'il faut absolument, pour intégrer différentes minorités nationales, il faut absolument reconnaître une part d'ombre de l'État français, parce que la reconnaissance, c'est aussi la reconnaissance du statut de victime, c'est une reconnaissance d'une part d'ombre, comme je reprends l'expression qu'utilisait Jacques Chirac à cette époque-là, hein, une part d'ombre de l'histoire de France qui correspond à une certaine responsabilité. Donc on a une responsabilité reconnue par, donc je l'ai mis ici, hein, Jacques Chirac, le 16 juillet 1995, de la participation active de l'État français à la persécution des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, comme on aura en fait en 2001, un peu plus tard, quelques années plus tard, une reconnaissance de la traite atlantique et de l'esclavage colonial organisé par l'État français comme des crimes contre l'humanité. Donc on est avec cette inflexion-là qui est à la fois un hommage aux victimes, mais aussi la reconnaissance de certains faits historiques, d'une certaine vérité historique. C'est comme ça que
les choses souvent sont présentées à cette époque-là, que ce soit dans les discussions parlementaires ou que ce soit dans les déclarations du pouvoir exécutif. On est vraiment dans la reconnaissance d'une vérité historique qu'il faut, donc, il est question de faire face à son passé. Donc voilà, j'en ai fini pour cette mutation-là, mais elle me semble importante pour que vous compreniez, en fait, effectivement, le discours qui va s'instiller ou qui va se distiller ou s'infuser dans le domaine scolaire, puisque vous avez, et là on passe à la troisième diapositive, si tu veux bien, on a en fait, dans ce nouveau narratif, dans cette nouvelle politique, l'État va considérer l'école comme un des instruments prioritaires de ces nouvelles politiques mémorielles. Donc j'ai mis 2 diapositives, l'une qui concerne la journée du 27 janvier, où vous avez des élèves qui participent donc à cette journée du 27 janvier, qui a lieu chaque année depuis 2002, et puis l'autre diapo qui concerne donc le 10 mai, la journée du 10 mai, qui depuis 2006 en France est la journée nationale de commémoration donc de la mémoire, donc de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Tout ça pour dire que, en fait, ce qu'il faut comprendre tout simplement, c'est que dans la visée politique de ces politiques mémorielles, dans cette visée-là, vous avez une visée, une intention d'éduquer les élèves, la jeunesse, à travers la mémoire des crimes, à travers l'hommage aux victimes. Tout simplement, dans cette idée, il y a 2 idées en fait majeures. La première idée, c'est que, et vous l'avez souvent entendu, et donc c'est ça qui va nourrir par exemple le terme de devoir de mémoire, cette formule devoir de mémoire qui va envahir les discours dans les années 1990, c'est l'idée du plus jamais ça, tout simplement, c'est-à-dire l'idée qui est que finalement, en se remémorant des violences du passé, en se remémorant finalement des pages noires de notre histoire, eh bien, cela permet de ne pas répéter ce qui s'est passé. Donc, on va comme ça, c'est l'idée en fait, c'est aussi une idée, c'est aussi une croyance, qui est que finalement, en se remémorant collectivement le passé, on va pouvoir conjurer son retour, on va pouvoir éviter son retour. Et donc là, on parle de passé, effectivement, de crimes, de violences extrêmes, de violences génocidaires, de crimes contre l'humanité. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, c'est de considérer en fait que la mémoire de ces événements-là, de ces crimes, va permettre à la jeunesse de s'éduquer, d'être éduquée à la tolérance, au vivre ensemble, au refus de la violence portée sur les autres, et donc va intégrer un discours qui n'existait pas auparavant dans les politiques mémorielles traditionnelles d'avant les années 80, va s'intégrer dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Donc on a dans cette inflexion des politiques mémorielles tout un volet éducatif qui considère qu'en fait les élèves vont apprendre, vont être éduqués à la tolérance et donc vont finalement renoncer à la violence en étant justement l'objet d'hommage ou de mémorialisation de certains crimes et de certaines violences passées. Donc on a vraiment ce discours-là qui est pour moi ce que j'appelle une politique préventive. Donc ça s'intègre dans une politique préventive et éducative, donc où à la fois on prévient par le retour de la mémoire le crime, c'est d'ailleurs l'intitulé de cette journée du 27 janvier, qui est la prévention des crimes contre l'humanité. Donc on n'a même pas besoin de chercher ailleurs, le mot est là. Donc on va prévenir, on va éviter le retour des crimes, et puis on va former, éduquer les élèves au vivre ensemble, à la tolérance et au fait qu'ils ne soient eux-mêmes, qu'ils renoncent eux-mêmes à une certaine violence des uns envers les autres pour apprendre à accepter les différences dans une société française qui est donc multiculturelle. On a ces éléments-là dans cet instrument des nouvelles politiques mémorielles. Voilà ce que je pouvais dire sur cette diapositive, si tu veux bien, Sophie, échanger. Merci. Et donc, cette nouvelle politique éducative, puisque dans cette notion de politique mémorielle, on a tout un volet de politique éducative. On a différents outils pédagogiques qui vont être utilisés, qui sont assez anciens, je dirais. C'est pas, là, pour le coup, ce n'est pas
ce n'est pas tout à fait nouveau. Je vous ai mis une diapositive sur le mémorial du Mont Valérien, par exemple, qui a été inauguré en 60 par le président de Gaulle. Et puis une autre sur l'Arc de Triomphe, on est avec le ravivage de la flamme du soldat inconnu par des élèves. Donc on est, à travers cette politique, à travers comment dire, finalement la définition de lieux qui vont être éducateurs, qui vont éduquer les élèves à justement à se vivre ensemble, à cette non-répétition, à cette prévention des crimes, à cette non-répétition des crimes. Et donc, évidemment que tout cela va se cristalliser aussi, et dans ces outils pédagogiques, c'est intéressant et c'est important, en dehors de la classe, en dehors de l'école. Il y a toute cette dimension pédagogique qui va se faire hors classe, hors les murs de l'école, si vous voulez. C'est l'une des spécificités de cette pédagogisation de la mémoire. Je vais utiliser le terme tout à l'heure, mais je l'utilise tout de suite. On a pédagogisé quelque part la mémoire dans ces années-là, 90, 2000, autour de quelques outils. Et les lieux font partie de ces outils pédagogiques qui sont considérés comme justement performatifs, c'est-à-dire efficaces, efficients pour éduquer les élèves à plus de tolérance, pour éduquer les élèves autour de la paix, au refus de la guerre, au refus de la violence. Alors, il y en a d'autres outils, si tu veux bien voilà, passer à la diapositive suivante. Vous connaissez toutes et tous, et peut-être pour l'avoir aussi vous-même pratiqué, le témoignage dans les années 80, surtout les années 90 et suivantes, les décennies suivantes, le témoignage a été l'un des outils spécifiques de cette pédagogisation de la mémoire, considérant que finalement, enfin quand je dis considérant, c'est les enseignants souvent considérant, et on pourrait y revenir dans la discussion si vous voulez, considérant qu'il y avait une entrée particulière à travers une incarnation, donc une personne qui était là, qui allait témoigner. Et donc souvent, on a mêlé, et donc on est, il me semble, au cœur du sujet du webinaire, on a mêlé à la fois un rappel au passé à un message de citoyenneté. Et souvent, effectivement, vous aviez des témoins qui à la fois témoignaient de leur expérience passée, mais pour délivrer un message pour le présent et pour l'avenir. On était vraiment dans cette indication-là, dans ce dispositif, je dirais presque éducatif, à travers à la fois un rappel au passé qui devait servir aux élèves pour leur présent et pour l'avenir. Donc, c'était un dispositif extrêmement mobilisé par les enseignants et puis évidemment par les services académiques. Je vous ai mis deux diapositives plutôt assez actuelles, 2021, l'une des dernières déportées, Ginette Kolinka, qui vient de publier un livre d'ailleurs au passage, que l'on voit à travers des élèves de collège. Et puis le deuxième, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, vous avez à partir de 2017-2018 organisé par l'ONAC un nouveau dispositif qui cette fois va concerner la guerre d'Algérie autour de 4 témoins anciens belligérants et anciens ennemis parfois, puisqu'on a un ancien appelé, un ancien rapatrié, un ancien harki et un ancien membre du FLN qui, sur la même table, ou à la même table, pardon, vont exposer leur expérience et vont répondre aux questions des collégiens, donc ce qui correspond à la diapositive de gauche. Donc c'est un dispositif qui a été mis en place dans différentes académies et donc on en est depuis 2017 à plusieurs centaines d'interventions de témoins dans les classes sous cette modalité-là, si vous voulez. Et évidemment, là, le message, il est autour, là aussi, d'une action civique qui est la réconciliation de ces différents ennemis aujourd'hui qui parlent d'une même voix pour parler d'expériences différentes, mais évidemment, sous le grand chapeau de la réconciliation et de la paix et de la pacification de la société, bien sûr. Donc, on est aussi dans un message citoyen à travers ce dispositif organisé par l'ONAC. Voilà pour cette diapositive. On a évidemment les commémorations. On a les commémorations comme outil pédagogique qui a été mobilisé et qui est l'un des outils les plus mobilisés, spécifique là aussi parce qu'on est dans un dispositif scolaire hors les murs qui est très ancien, puisque même dans l'entre-deux-guerres,
pour forger un esprit pacifique, vous aviez donc des élèves qui se rendaient devant le monument aux morts le 11 novembre. Hein. Donc on a vraiment une grande tradition, je dirais, dans les politiques éducatives mémorielles autour de la commémoration, hein, qui mobilise les commémorations. Alors, je vous ai mis deux diapositives, hein, celle du 27 mai 2015 sur la cérémonie de panthéonisation de Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Antonios, Pierre Brossolette et Jean Zay. Et puis une autre photographie, donc celle du 11 novembre 1940, et j'y reviendrai tout à l'heure, hein, pourquoi ce choix aussi, mais en deux mots, la commémoration, c'est aussi une histoire, c'est aussi une histoire de la commémoration que l'on peut transmettre aux élèves en termes cognitifs, en termes de savoir historique. J'y reviendrai tout à l'heure. On peut passer à la diapositive d'après. Merci beaucoup. Donc, en fait, pour comment dire, passer à une autre étape de la réflexion, j'ai essayé pour présenter mon intervention, hein, de réfléchir à différents enjeux de la pédagogisation de la mémoire aujourd'hui. Et j'en vois quelques-uns. Évidemment, c'est pas exhaustif, hein, et peut-être que dans la discussion, on reviendra sur d'autres enjeux. Mais voilà, je pense qu'on a ces enjeux-là qui sont extrêmement importants, qui sont extrêmement forts. Le premier enjeu, il est ce que j'ai appelé une position enseignante à clarifier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que vous pouvez être, en tant qu'enseignant, dans deux injonctions qui peuvent être parfois paradoxales. L'injonction première qui est donc de relier, d'articuler la mémoire à l'éducation civique, où en faisant de la mémoire, vous faites de l'éducation civique. Et donc, je viens d'expliquer depuis le début de mon intervention qu'en même temps, on est bien dans le sujet, puisque la politique ou les politiques mémorielles ont été mises en place, ont été instaurées pour justement éduquer les élèves. Et donc, c'est tout à fait presque normal, je dirais, que vous vous retrouviez dans des dispositifs éducatifs à travers donc la mémoire, à vouloir donc éduquer les élèves à la tolérance, à la lutte contre le racisme, à la lutte contre l'antisémitisme, à l'intégration dans une société. Hein. Donc il y a une socialisation aussi à travers la mémoire. L'enjeu mémoriel porte une socialisation, une filiation historique aussi. Ça fait partie aussi finalement de cette donnée-là, de cet enjeu, hein, de donner accès en fait à un passé à travers la mémoire pour enraciner ou pour attacher ou pour intégrer l'élève ou les élèves dans une filiation historique. Donc ça, c'est un élément qui entre en EMC dans la question des repères, en fait, hein, des repères temporels et du vécu, et la question du vécu. Et donc, on a une position enseignante à clarifier parce qu'à la fois, vous pouvez être dans cette injonction-là et dans ce souhait-là, hein, ce n'est pas simplement une injonction, mais c'est un souhait, un désir de transmettre une mémoire ou différentes mémoires à vos élèves. Et en même temps, il faut aussi évoquer, il me semble, et c'est important, il faut aussi évoquer l'histoire de la mémoire. Il faut aussi évoquer l'histoire de la mémoire. Alors, les programmes de 2012, pour les enseignants de lycée qui ont connu ces programmes de 2012 le savent, en classe de terminale, en 2012, on va introduire pour la première fois la mémoire comme objet d'étude, mais comme objet d'étude dans le sens finalement d'une histoire de la mémoire. Hein. Donc c'est vraiment la nouveauté de ces programmes de 2012 en terminale, à travers les historiens et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale et au choix, hein, les historiens et, à l'époque c'était au choix, les historiens et la mémoire ou les mémoires de la guerre d'Algérie, on avait une entrée spécifique, particulière, nouvelle, inédite et assez, je dirais, assez courageuse de sensibiliser les élèves à une histoire de la mémoire. Parce que, et donc c'est l'un des autres enjeux de la pédagogisation de la mémoire, en fait, la mémoire a aussi une histoire. Et ça me semble assez indispensable de le signaler. Vous avez aussi en responsabilité, il me semble, de faire comprendre aux élèves, d'où ma diapositive du 11 novembre 1940, hein, où vous pouvez très bien partir là-dessus,
il me semble qu'il y a aussi une responsabilité et une finalité de la mémoire à travers l'étude historique de la mémoire. À travers, par exemple, l'étude historique du 11 novembre, de rappeler évidemment l'enjeu du 11 novembre, mais de rappeler aussi finalement ces diverses périodisations du 11 novembre. Le 11 novembre des années 20-30 n'est pas celui des années 40, qui n'est pas celui des années 80, etc. etc. Même chose pour la Seconde Guerre mondiale. Vous avez effectivement, autour de la Seconde Guerre mondiale, vous pouvez aussi développer une histoire de la mémoire de la Seconde Guerre mondiale à travers l'héroïsme résistant des années 50-60, et donc le Mont Valérien, plus que les résistants, le Mont Valérien que j'ai mis en avant tout à l'heure, est l'une des illustrations de ce récit glorieux d'un hommage à ceux qui ont combattu pour la France. Hein, donc, c'est les fameux Morts pour la France, si vous voulez, qui a été créé en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. Mais donc, on a cette idée du sacrifice et du courage, et donc de différents individus pour participer à la défense de la souveraineté nationale et du territoire. Et donc, on est aussi, après, dans les années 80-90, dans une autre mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui va porter son attention de plus en plus à la déportation, à l'extermination des Juifs. Eh bien ça, il me semble que c'est important aussi de l'enseigner, aussi de le transmettre. Et quand vous allez sur un lieu de mémoire, puisque c'est comment dire, l'un des objets de ce webinaire, quand vous allez avec les élèves sur un lieu de mémoire, je pense qu'il est intéressant aussi avec eux de déplier cette temporalité, c'est-à-dire de considérer que vous allez pas simplement pour transmettre un message civique auprès des élèves, mais pour leur faire comprendre comment finalement ce lieu de mémoire a été créé, par qui, avec quels acteurs, pour énoncer quel message et ce qu'il est devenu au fur et à mesure. Et ça, je pense que c'est vraiment l'une des entrées possibles les plus riches qui soient de la transmission de la mémoire, c'est justement d'utiliser la mémoire comme comment dire, dans son historicité, comme on dit, hein, c'est-à-dire dans son évolution historique, plutôt que d'en faire juste un message civique, hein, qui porte un enjeu civique. Je pense que vraiment là, il y a quelque chose de très intéressant. Et puis, les études sur la mémoire portent de plus en plus là-dessus. Pour le Mont Valérien, par exemple, je vous renvoie à un livre qui a été édité récemment par les éditions de Ouest France, si cela vous intéresse, où on voit très bien, c'est un livre collectif, hein, c'est un ouvrage collectif avec une vingtaine de chercheurs, où on voit très bien justement à la fois le Mont Valérien comme un lieu d'histoire de la Seconde Guerre mondiale, hein, des fusillés, des plus de 1000 fusillés qui ont été là, donc fusillés au Mont Valérien, mais on voit aussi l'histoire de la mémoire du Mont Valérien de 1944 jusqu'aux années 2000-2010, et c'est extrêmement intéressant. Donc ça, je trouve que pour sensibiliser les élèves à l'histoire et donc à justement ce qu'on appelle l'historicité, l'évolution historique, je trouve qu'il y a vraiment une action pédagogique à faire avec donc, les élèves dans cette perspective-là. C'est pour ça que je dis une position enseignante à clarifier, parce qu'il me semble qu'il y a deux casquettes finalement à avoir. Il y a celle qui répond à une certaine politique mémorielle de transmission de valeurs citoyennes, des valeurs de la République, comme on dit aujourd'hui, à travers la mémoire. Mais il y a aussi cette casquette, finalement, de professeur d'histoire qui va enseigner l'historicité d'un lieu de mémoire, par exemple, ou l'historicité d'une commémoration. Et ce qui me semble très important pour éviter, en fait, différents écueils, et j'en viens à mon deuxième point, j'ai sauté un point, celui du milieu, des écueils à éviter, pour éviter finalement différents écueils. Premier écueil à éviter, il me semble, dans l'entrée par la mémoire des valeurs de la République, c'est un catéchisme mémoriel. C'est-à-dire, et donc c'est aussi des études sur la transmission de la mémoire en milieu scolaire qui me fait dire ça, hein, c'est parce que certaines études montrent que parfois, finalement, les élèves ne vont pas retenir grand-chose de pratiques commémoratives élaborées et effectuées avec leur enseignant, si ce n'est que la mémoire, c'est important.
Et évidemment, on ne peut pas trop se satisfaire de cette idée-là, hein, qui serait que la mémoire, c'est important, à la limite, pourquoi pas. Mais au-delà de ça, en fait, finalement, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Et donc là, il y a vraiment un défi pédagogique qui est qu'on ne peut pas juste se limiter à un catéchisme de type mémoriel, justement ce qu'on appelait dans les années 90 le devoir de mémoire, hein. Bah, il faut se souvenir parce qu'il faut se souvenir, et puis on en reste là. Et donc le risque, il est là, hein. Le risque, il est là parce que vous avez aussi comment dire, une vulgate mémorielle qui vous pousse à ça, hein, une vulgate mémorielle qui dit, bah oui, c'est important de se souvenir, et puis voilà. Bon. Donc là, en fait, il faut sortir de ce catéchisme mémoriel, hein, qui ne conduit qu'à cette simple idée-là. Deuxième écueil à éviter, c'est une approche victimaire du passé. On en a eu des exemples dans les années 90 avec la Shoah, dans les années 2000 avec l'esclavage, quand l'esclavage s'est introduit au programme du premier degré puis de second degré, à travers des enquêtes, là aussi, hein, à laquelle moi j'ai pu participer à l'époque, dans les années fin 2000, qui montraient qu'on était des fois avec même en histoire, même en cours d'histoire, sans faire de transmission mémorielle, mais même en cours d'histoire, on était polarisé autour d'une mémoire victimaire, ce qui finalement avait tendance à des raccourcis historiques. Bon, j'ai un exemple que je pourrais donner, si vous voulez, dans la discussion de tout à l'heure, hein, sur l'esclavage et sur la traite, hein, où on peut effectivement être amené à des raccourcis historiques, à des déformations de l'histoire, tout simplement, et puis à effectivement considérer que on va s'attacher à faire attention à certains acteurs parce qu'ils ont été victimes de violences et uniquement pour ça. Alors, ce qui les réduit à une identité de victime et qui est parfois justement très problématique parce que en fait vous avez dans ces victimes des personnes qui ont pu aussi lutter, qui ont pu essayer de se sauver de telle ou telle situation historique de violence, hein, de violence historique, et donc on peut avoir effectivement une approche par justement par la figuration de la victime, une approche qui peut être assez finalement comment dire, théologique, quelque part fataliste. Or, l'enseignement de l'histoire, c'est aussi défataliser l'histoire, c'est-à-dire de considérer qu'il y a eu d'autres possibilités. Alors, évidemment, pas pour tout le monde, j'en ai bien conscience, hein, bien sûr, mais qu'il y a eu aussi d'autres acteurs qui ont refusé telle ou telle violence et qui ont lutté à l'encontre de telle ou telle violence. En tout cas, on peut y revenir, si vous voulez, sur le sujet de l'esclavage, qui me semble aujourd'hui le plus urgent à traiter. Et puis, troisième écueil à éviter, c'est l'enfermement identitaire, c'est-à-dire il ne vous a pas échappé, je pense que l'un des aspects de la mémoire aujourd'hui, c'est un élément de construction identitaire pour tel ou tel groupe. Et là, on peut être amené effectivement à considérer que vous avez une mémoire de la Shoah qui est réservée aux Juifs, une mémoire de l'esclavage qui est réservée aux Noirs, une mémoire, par exemple, du génocide des Arméniens qui est réservée aux Arméniens. Et donc, tout le travail qu'il y a à faire, et donc là, je vais reprendre la terminologie de Ricoeur, hein, le travail de mémoire, tout le travail qu'il y a à faire, c'est justement d'éviter cet enfermement mémoriel de type identitaire et de considérer, et donc là, on rejoint l'EMC, hein, de considérer qu'en fait, si on a à transmettre telle ou telle mémoire, ce n'est pas tant par rapport à une reconnaissance d'un groupe, mais justement parce cette mémoire-là va développer ou va nous inspirer un discours autour de la citoyenneté, autour de nos valeurs, autour de valeurs communes, hein. Donc, essayer finalement d'agencer un discours auprès des élèves sur telle ou telle mémoire, pas pour les cantonner et les enfermer dans une identité, mais bien parce que cet épisode du passé, cette violence historique, met en jeu des valeurs, et quand je dis met en jeu, c'est plutôt évidemment met à l'épreuve des valeurs que nous partageons, ou en tout cas que nous devons partager et que les enseignants donc, doivent transmettre à travers l'EMC. Donc ça me paraît assez fort. Alors quand je parle d'enfermement identitaire, évidemment, on n'est pas loin des concurrences victimaires de type identitaire, et bien sûr que si on a à engager une transmission
des mémoires à l'intérieur du cadre de l'EMC, hein, donc des valeurs de la République, c'est bien aussi pour dépasser des logiques de concurrence mémorielle. Et là aussi, dans la discussion, si vous voulez, on pourrait y revenir. Là, on est aussi au cœur de problématiques qui sont apparues dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Hein. La question des concurrences mémorielles, je pense qu'il faut aussi l'évoquer parce qu'on peut être tout simplement face à un discours d'élèves en tant qu'enseignant sur ce terrain-là. Alors, dernier enjeu, il me semble que vous avez une porte d'entrée dans l'histoire avec la mémoire. Hein, donc là, on est en dehors peut-être des valeurs de la République, mais finalement, on est aussi dans des enjeux tout à fait contemporains de l'enseignement de l'histoire, si vous voulez, où à travers la mémoire, je pense aux témoignages évidemment, mais je pense à d'autres sources, vous avez une porte d'entrée qui est extrêmement intéressante pour enseigner l'histoire, qui va être d'autant plus incarnée, qui va être une histoire, comme on dit, par le bas, c'est-à-dire par des individus concrets, où on va donc effectivement pouvoir enseigner telle ou telle page d'histoire, pas d'une manière abstraite, mais d'une manière extrêmement concrète. Bon, on l'a vu, il y a eu énormément de choses de faites et de réalisées, je ne reviens pas dessus, mais en tout cas, il y a vraiment un enjeu autour de ça, c'est-à-dire de pouvoir incarner l'histoire à travers des sources mémorielles. Et donc, dans les sources mémorielles, vous avez des lieux, vous avez des témoignages. Et donc, c'est vraiment une matérialité de l'histoire qu'il faut absolument appréhender avec les élèves. Dernière chose, hein, la question de l'interdisciplinarité, une porte d'entrée de l'enseignement de l'histoire, c'est aussi de pouvoir faire des projets avec d'autres disciplines, et la mémoire s'y prête énormément, que ce soit en philosophie, que ce soit en langue, que ce soit évidemment en français. La littérature, la bande dessinée a investi considérablement la mémoire depuis plusieurs années maintenant, et donc on est avec ce média-là qui est une porte d'entrée formidable aussi pour les enseignants et pour faire des projets interdisciplinaires. Donc voilà, donc moi il me semble que c'était aussi important, que ça fait partie des enjeux de la pédagogisation de la mémoire. Et donc voilà, donc en gros ce que je souhaitais dire comme en guise d'introduction, hein, mais évidemment je suis tout à fait ouvert aux discussions maintenant et aux questions. Mais en tout cas, il me semblait important déjà de revenir sur à la fois les politiques mémorielles, à la fois les outils que finalement on pouvait avoir pour enseigner la mémoire et les enjeux des valeurs de la République, et puis un certain nombre d'écueils à éviter, puisqu'il y en a, puisque l'enfer est pavé de bonnes intentions, et donc parfois on fait aussi finalement des enseignements contre-productifs à travers la mémoire, et je trouve que c'est un objet, un matériau assez sensible, et qu'il faut manier parfois avec précaution. Voilà, je vous remercie beaucoup, et donc je reste évidemment disponible pour un échange avec vous. Merci beaucoup, Sébastien. Alors, je vous invite donc à ne pas hésiter à poser des questions, hein. On est évidemment attentif aux questions que vous pourriez poser. Pour l'instant, vous n'en avez pas encore posé, mais je pense que ça ne saurait tarder. Donc, n'hésitez pas. Et peut-être pour commencer, en tout cas, nous, Olivier, Jérôme et moi, on a quelques questions à vous poser. Alors, peut-être, Il y en a une, ça y est, il y a une question en tout cas. une question. Ah oui. Alors, je la lis à voix haute. Comment expliquer que ces politiques mémorielles qui s'adressent à l'école ne permettent pas la réduction de l'intolérance et de l'antisémitisme qu'on voit progresser? Ça, c'est une grosse question. Alors, en fait, c'est une question des chercheurs aussi.
donc je tiens à le signaler. Donc, que j'ai pu poser par ailleurs dans différents articles, que des sociologues ont posé. Donc, il faut évidemment évoquer le livre de Sandrine Lefranc et Sarah Gainsbourger, À quoi servent les politiques mémorielles, puisque c'est le cœur de leur questionnement. Donc, si vous voulez, si effectivement cette question vous intéresse, je vous conseille de lire ce livre. Même si je ne serais pas aussi pessimiste qu'elle dans le diagnostic. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous posez comme question pose les attentes considérables qui ont été investies dans les politiques mémorielles depuis les années 90. On a effectivement considéré que grâce à la mémoire et avec la mémoire, on allait régler un certain nombre de problèmes. Et donc, on est obligé de constater aujourd'hui que tout n'est pas possible grâce à la mémoire. Est-ce que pour autant, cela veut dire qu'il faut cesser et renoncer à toute activité mémorielle? Donc c'est un petit peu ça la question que je pourrais vous retourner, si vous voulez, c'est-à-dire que à la fois la question de l'antisémitisme, de l'intolérance, est une question qui ne peut pas être solutionnée qu'à travers la mémoire parce qu'elle répond à d'autres situations sociales. Donc c'est ce qu'expliquent notamment les sociologues que je viens de citer. Et que donc l'antisémitisme, par exemple, correspond ou répond à d'autres enjeux identitaires, géopolitiques, sociologiques même, et que, en fait, la mémoire ne peut pas répondre à tout. Pour autant, il me semble que ces politiques mémorielles qui ont été donc mises en action, je dirais, enfin, développées dans les années 90, depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, à travers les témoignages, les voyages scolaires, les commémorations, les films, etc., etc. Tout ce qui a été fait n'a pas été vain. Je trouve qu'il y aurait une absurdité à considérer que finalement ça n'a servi à rien. Donc en fait, mon propos est de dire, je pense qu'on a trop attendu des politiques mémorielles, donc il faut être beaucoup plus humble, beaucoup plus modeste dans les objectifs et dans l'investissement qu'on a pu justement opérer vis-à-vis de ces dispositifs-là. Mais en même temps, on a aussi engagé des réflexions grâce à ces politiques mémorielles chez les élèves, dont on a aussi la trace dans des enquêtes. Donc, je dirais que tout est aussi une affaire de réflexion pédagogique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure. Annette Vivorka avait dit déjà au milieu des années 2000, ce n'est pas en allant à Auschwitz qu'on va forcément tout comprendre de la Shoah. Donc c'est là où je parle de catéchisme mémorial, c'est-à-dire que il faut travailler la mémoire. La mémoire n'est pas simplement une recette magique qui va nous sauver de tous les maux. Il faut travailler la mémoire dans le sens où quand vous faites un voyage, il faut le travailler en amont, bien sûr. Quand vous avez un témoin, il faut travailler avec les élèves avant l'arrivée du témoin. Ce n'est pas lui qui va solutionner un problème comme l'antisémitisme ou le racisme, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut faire attention à la fois avoir des objectifs plus modestes que dans les années 1990-2000, surtout dans la question des croyances, et en même temps ne pas renoncer à cet outil. Parce que je pense toujours, il me semble toujours que cet outil a des vertus pédagogiques, en termes également de citoyenneté, mais tout est une affaire de pédagogie. Tout est une affaire justement de conduite pédagogique vis-à-vis de vos élèves. Et encore une fois, il faut sortir du catéchisme. Enfin, moi, je pense que votre question, c'est aussi cette injonction-là à sortir d'un certain catéchisme mémorial que j'évoquais tout à l'heure, où on a l'impression que, tiens, on va mettre un témoin dans la classe et tout va aller pour le mieux. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce que tout simplement, vous êtes avec des élèves qui sont dans des situations sociales extrêmement diverses, qui vont peut-être à un moment donné entendre un message que vous allez pouvoir leur dire à travers la mémoire, mais qui sont aussi occupés par plein d'autres problématiques personnelles.
Et c'est tout simplement la réalité d'un élève et de la vie d'un élève. Donc, oui, effectivement, vous avez de l'antisémitisme en France et on le sait notamment actuellement. C'est pas pour ça qu'il faut renoncer aux actions mémoriales. Oui, merci beaucoup Sébastien. C'est vrai que ce que tu dis finalement, hein, quand tu parles de catéchisme mémoriel, et quand tu fais le lien avec, entre la mémoire et la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, on pourrait aussi penser qu'il y a une injonction à ce que la mémoire finalement soit une sorte de vaccin contre la haine. Et donc d'assigner au travail de mémoire justement la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et là, donc, il peut y avoir une forme je ne sais pas si c'est un raccourci, mais en tout cas Confusion, en tout cas, oui. une confusion ou un chemin qu'on prend assez naturellement et qu'il faut à minima interroger. Et puis c'est vrai que c'est aussi la question de ne pas déléguer finalement à d'autres le travail qu'on fait dans la classe, mais bien à l'intégrer dans un projet sur l'année. Donc merci Mm. pour cet éclairage. Et on a plein d'autres Ouais. questions. Jérôme, je te Ouais, laisse. ouais, et juste un point. L'intérêt du thème d'histoire à l'époque, historien et les mémoires, c'était justement de montrer comment, à partir de la mémoire, on arrivait à construire un récit historique, on arrivait à construire véritablement au fur et à mesure à partir des différentes mémoires. Parce que ce qui peut arriver, c'est que des élèves ont d'autres préoccupations, mais aussi d'autres mémoires. Moi, quand je faisais l'historien et les mémoires de la guerre d'Algérie, j'avais certains élèves qui me ressortaient le million de morts, la mémoire du FLN, etc., etc. Donc, c'est aussi un moyen de vraiment là, faire de la réflexion historique et là, c'est intéressant. Mm. Donc, on avait une autre question qui était, donc, pouvez-vous nous donner un exemple de raccourci historique reposant sur l'approche victimaire et pouvant donc pour être contre-productif? Alors, pardon, excusez-moi, j'étais en train de lire d'autres questions. Et je Et ouais, la deuxième, c'était cette question sur un exemple de raccourci historique reposant sur une approche Ah oui, victimaire. d'accord. Alors bon, là c'est pour moi c'est bon, c'est souvent l'exemple que je donne, hein. Le raccourci historique, c'est en fait d'avoir à la fin des années 2000, d'avoir observé des pratiques de classe, comme on dit, hein, donc des séances dans le premier degré, en CM1 ou CM2, mais je pense qu'on a pu le trouver aussi au collège, de raccourcis historiques sur la présentation de la traite et de l'esclavage colonial, qui portait deux écueils. Le premier écueil, c'était qu'en fait, on ne voyait jamais dans la présentation les acteurs africains de la traite, et que donc on avait les Européens qui venaient chercher des esclaves africains, qui les amenaient en Amérique, mais on avait une invisibilisation des acteurs africains, et donc on ne pouvait pas comprendre en fait que la traite était, même si c'est évidemment très compliqué à faire entendre à des élèves, du commerce, hein, donc tout simplement une activité commerciale où on échangeait entre deux acteurs à égalité, qui étaient dans une situation d'égalité. On échangeait des produits, des marchandises, et donc l'esclave étant cette marchandise. Donc on avait comme raccourci historique quelque chose qui, en plus, donc dans l'invisibilisation des acteurs africains, c'est pas. Et donc là, ma question n'était pas, ou mon interrogation n'était pas de dédouaner l'Occident, l'Europe, la France. C'était absolument pas ça. C'était plutôt pour dire, mais attention, parce que là, le risque, c'est de renforcer un stéréotype qui, là, pour le coup, est lié à la citoyenneté. Oui, à la citoyenneté, un stéréotype qui va condamner la personne noire comme inactive et incapable d'agir sur son propre sort. C'était ça qu'il y avait aussi au bout, si vous voulez. Et d'ailleurs, je le dis parce que ce qui était très intéressant, c'était que le deuxième écueil montrait des esclaves victimes d'exactions physiques, et là on était plutôt en Amérique, en termes de punition, et donc on sortait toujours le code noir, vous savez, où on va, en cas de fuite, couper un membre, etc., etc. Mais on ne montrait jamais les résistances. On ne montrait jamais le marronnage, qui est un phénomène des sociétés esclavagistes américaines majeur. Le marronnage est un phénomène social majeur. Donc on ne montrait jamais justement cette question-là qui est, ben, oui, bien sûr, il y a un crime contre l'humanité, mais vous avez des individus qui ont essayé justement de lutter et de résister à leur sort. Et ça n'apparaissait jamais. Donc c'est là le raccourci historique, si vous voulez, il est là. Il est dans, bon, et pourquoi en fait il y a ce raccourci historique? Parce qu'on était dans une vision
polarisé autour de la victime. Donc on était vraiment... Et donc c'est l'un des objectifs aussi de ces politiques mémoriales, c'est de sortir du tout victimaire. Ça, je pense que c'était une réflexion qui était déjà bien avancée dans les années 2000-2010 sur la Shoah, qui doit aussi continuer, je pense. Mais en tout cas, pour la traite atlantique et l'esclavage colonial, bon, c'est l'un justement des, comment dire, l'un des discours, enfin j'aime pas ce terme, mais l'une des idées aussi fortes aujourd'hui de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, c'est de considérer aussi justement qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont résisté, qui se sont émancipés. L'un des raccourcis historiques, et encore dans le second degré, et encore au lycée, c'est justement de ne jamais parler de la révolution de Saint-Domingue de 1791. Et là, pour moi, c'est presque un raccourci historique parce qu'on ne peut pas comprendre ensuite l'abolition de 48 s'il n'y a pas la première abolition de 1794 qui fait suite à la révolution de Saint-Domingue des esclaves, qui est là aussi un événement majeur. Voilà. Bon, je pourrais continuer, mais en gros, voilà un exemple, si vous voulez. Il y a une question intéressante sur l'explication de l'inflexion des politiques mémorielles des années 90, et puis aussi peut-être plus largement, sur la multiplication des journées nationales commémoratives depuis les années 60-70. Alors, donc sur l'inflexion et la multiplication des journées commémoratives, donc c'est à partir des années 90. Le point de départ, c'est 93 sur la rafle du Veldiv, où on passe ensuite de 4 à 11 en 20 ans, enfin en 30 ans, puisque vous en avez encore aujourd'hui récemment de nouvelles. Donc sur l'inflexion, si vous voulez, c'est la réflexion aujourd'hui porte sur la société en général, qui est de plus en plus dans les années 80, qui porte de plus en plus l'attention sur des victimes civiles. Vous avez aussi dans les années 70 un décentrement de la nation et une contestation de l'histoire officielle nationale. Donc ça, on voit ça par exemple à travers le régionalisme, où on est dans ce décentrement de la nation qui portait justement vous savez, ce récit traditionnel qui montrait que la France avait un destin singulier, un destin particulier dans le monde. Et donc là, on est vraiment sur une critique de cette ligne narrative-là dans les années 70. Dans les années 80, c'est plus ce qui va être porté, c'est plus l'attention aux victimes et aux victimes civiles, par exemple les accidents de voiture. Vous avez des associations qui vont se créer pour défendre justement l'intérêt des victimes des accidents de voiture. Vous avez le phénomène du traumatisme aussi, ça c'est intéressant et ça a été porté, la réflexion a été largement portée par deux chercheurs qui sont Didier Fassin et Richard Echtman, qui ont publié un livre sur l'empire du traumatisme et qui montre bien que dans les années 80 de plus en plus, la question du trauma devient vraiment centrale, où on va considérer effectivement, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'est majeur, on va considérer qu'il y a des passés violents qui ne peuvent pas se résoudre à travers le temps. Et ça, c'est le propre justement de la question du diagnostic traumatique. Le trauma individuel, c'est quelqu'un qui a vécu une effraction, une violence, une effraction dans sa psyché, mais que finalement, l'écoulement du temps ne va pas pouvoir résoudre. Au contraire, parfois, ça sera encore plus compliqué ensuite. Eh bien, cette notion-là de trauma, elle a été, ouverte au collectif. Et les politiques publiques ont été amenées à répondre à cette idée que finalement, il y avait des violences traumatiques, comme la Shoah par exemple, ensuite comme l'esclavage, qui avaient porté un traumatisme collectif, donc à l'échelle collective, sur tout un tas de personnes, et que seule l'action politique de réparation, donc je ne l'ai pas utilisé ce terme, mais il est fondamental, reconnaissance et réparation, allait pouvoir aider les gens, soigner les gens, et en même temps soigner la société, parce que ce qui est frappant dans les discours qu'on a dans les années 80, et même des fois portés par des acteurs scientifiques, historiens, c'est de considérer que, par exemple, la guerre d'Algérie est un traumatisme collectif pour l'ensemble de la société française. Et vous l'entendez encore jusqu'aux années encore récemment. Donc c'est ça aussi qui est mis en avant, et c'est ça qui explique cette inflexion des politiques mémorielles où vous avez le politique qui va vouloir répondre à cette exigence-là de reconnaissance, d'une part, et de réparation ensuite pour la société entière. Et c'est là où l'école s'est retrouvée effectivement
dans cette injonction-là de répondre et de réparer, de reconnaître les victimes et de réparer la société dans son ensemble. Il me semble. Hein. Et sur, donc, sur les commémorations, il y avait cette question-là sur les commémorations, c'est ça? Sur Oui. la multiplication des commémorations, en fait, ce n'est pas spécifique à la France. On voit aussi dans d'autres pays européens que depuis les années 90, vous avez de plus en plus de lois qui ont augmenté le nombre de commémorations. Et donc, c'est lié à ce que je viens de dire. Hein. C'est-à-dire, en fait, on revisite le passé à l'aune justement du trauma historique pour différents passés. Hein. Donc, que ce soit le génocide des Arméniens, que ce soit la Seconde Guerre mondiale, que ce soit la guerre d'Algérie. Et donc, l'idée est de réparer à travers des instruments commémoratifs, hein, où la reconnaissance de ces victimes, de ces groupes mémoriels victimes de trauma, c'est justement d'instituer une commémoration. C'est l'une des réponses de l'État, si vous voulez. Et là, bon, voilà, on peut en discuter, hein, si vous voulez, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'on l'explique comme ça. C'est l'un des instruments de réponse de l'État, c'est d'instaurer une commémoration pour tel ou tel groupe mémoriel. Et évidemment, le cas de la guerre d'Algérie est le plus frappant, puisque vous allez avoir 3 commémorations en quelques années qui vont être instituées. Une pour les harkis, c'est le 25 septembre. Une pour les soldats, au départ, c'est le 5 décembre. Et une pour le 19 mars, qui était une vieille revendication des appelés de la FNACA, hein, c'était l'association majoritaire des anciens appelés, la FNACA, dès les années 60, de reconnaître le 19 mars comme une journée nationale de commémoration, qui va être finalement décidée et votée en 2012, mais au nom de toutes les victimes de la guerre d'Algérie. Donc c'est comme ça que vous vous retrouvez avec 3 journées de commémoration pour une seule guerre, si je puis dire, la guerre d'Algérie. Alors, il y a plein d'autres questions. Il y a On en une a pour question 2 sur heures. l'oubli. Doit-on Oui. faire une place à l'oubli dans le travail autour de la mémoire? Ça me paraît intéressant. Alors, là, on est chez Ricoeur, hein, c'était toute la réflexion du philosophe Paul Ricoeur, hein, qui parlait de trop de mémoire par là et trop d'oubli par ici, et qui considérait qu'en fait, il y avait effectivement un travail de mémoire à faire pour sortir des événements de l'oubli, mais sans, et ça c'est intéressant justement comme réflexion, sans se fixer non plus dans des passés traumatiques. Hein. Il avait eu cette réflexion en 2000, il avait été très contesté d'ailleurs, hein, en considérant que le travail de mémoire, finalement, c'était aussi un travail de faire émerger certains épisodes douloureux de l'histoire, de les reconnaître, mais sans se fixer dessus. Et c'est toute la problématique de la commémoration. Hein. À partir du moment où vous commémorez, c'est-à-dire que dans le calendrier commémoratif, vous allez revenir systématiquement sur tel ou tel événement, est-ce que c'est nécessaire à une société de se rappeler autant et autant de fois, et je pose la question pour les élèves aussi d'ailleurs, et autant de fois sur des pages sombres de l'histoire, comme je disais, c'est-à-dire sur des événements particulièrement violents. Ça, c'est une question effectivement majeure. Donc, c'est pas la question de l'oubli, elle a été posée comme ça par Ricoeur, c'est-à-dire dans un travail de mémoire, faire émerger un passé pour ensuite peut-être ne plus se fixer sur ce passé-là, mais que ce soit transitoire, que ce soit finalement quelque chose d'assez transitoire. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Donc sur la place de l'oubli, oui, je pense qu'il y a une place à faire à l'oubli aussi, parfois. Je ne sais pas quelles sont. Il y a plein de questions, je ne sais pas quoi prendre. Après, on pourrait, oui, sur le cas algérien, est-ce que, voilà, comment on fait quand il y a un déséquilibre entre l'attitude des deux pays finalement? Ça, c'était une question qui se posait quand on avait ce cours sur l'historien des mémoires de la guerre d'Algérie, qui est toujours en spécialité aujourd'hui. Ben, en fait, oui, tout à fait. Bon, c'est une des problématiques de la situation des mémoires de la guerre d'Algérie, c'est que vous avez, contrairement à d'autres États ou d'autres conflits, quand on parle de justice transitionnelle, de commissions d'historiens binationales qui ont eu lieu, etc., là, c'est toute la difficulté justement d'une commission aujourd'hui
franco-algérienne, hein, on est en pleine actualité, hein, qui avait été préconisée par Stora dans son rapport qui a été créé, c'est qu'en fait, quelle est aujourd'hui la marge de manœuvre de cette commission si l'État algérien lui-même refuse tout geste d'ouverture. Et je pense notamment, quand je parle d'ouverture, d'accès aux archives, notamment, on sait que c'est un énorme problème, hein, les archives en Algérie. Donc, on peut parler de mémoire, évidemment, il s'agit bien de parler de mémoire. L'État algérien est dans une politique mémorielle extrêmement active et intense depuis 62, depuis son indépendance. Il y a une politique mémorielle extrêmement forte, mais qui est univoque, hein, qui livre un récit tout à fait univoque, extrêmement simpliste de la guerre, qui ne parle pas ou qui évacue complètement, par exemple, la question des harkis, bien sûr. Donc, l'une des difficultés, c'est pas la seule aujourd'hui de la mémoire de la guerre d'Algérie du côté français, c'est qu'effectivement, de l'autre côté, du côté algérien, oui, il n'y a pas la même intention, c'est tout à fait exact. Alors on a deux questions qui suivent, qui sont l'une très actuelle et l'autre qui nous ramène à la guerre froide. Alors, je ne sais pas si on a le temps de répondre aux deux, mais elles me semblent toutes les deux intéressantes. Donc, la première, c'est enseigner la mémoire de groupes conflictuels. Par exemple, le Moyen-Orient nous expose beaucoup en ce temps de guerre Israël-Hamas. Nous armer intellectuellement nous suffit-il, pardon. La politique mémorielle n'est-elle pas parfois un pansement bien dérisoire? Et puis une autre question sur la fin de la guerre froide, n'a-t-elle pas joué en ouvrant la possibilité d'une remise en cause du passé sans disqualifier le modèle qui n'a plus d'adversaire, fin de l'URSS? Alors, Sébastien, est-ce que tu veux choisir l'une ou l'autre ou traiter les deux? Et je On pense essaie qu'ensuite, on les... s'arrêtera là pour les questions parce que D'accord. on avait un temps d'échange aussi avec Olivier sur la commémoration qui nous attend du 11 novembre. Alors, rapidement, je vais de faire les deux, hein, rapidement. Pour la première question, évidemment, très sensible et très difficile et très délicate, je dirais que euh, quand on travaille sur la mémoire, évidemment, on regarde les actualités aujourd'hui qui sont évidemment extrêmement graves, en ayant une oreille sur l'utilisation du passé, hein, puisqu'il y a aussi eu un usage du passé à travers ce conflit, à travers cette guerre actuelle. Et donc, je ne parle pas de pansement bien dérisoire, mais disons que ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on a une présence du passé aussi à travers ce conflit-là, qui peut être instrumentalisé. Et donc, je pense qu'il est nécessaire d'être vigilant par rapport à cette instrumentalisation de la mémoire dans un conflit comme celui-là aujourd'hui. Et puis, évidemment, la lecture d'une politique mémorielle, pour moi, s'arrête là, c'est-à-dire elle n'est pas la plus pertinente pour penser PEN-SER cette fois, le conflit actuel. C'est de la géopolitique qu'il faut, c'est de l'histoire évidemment qu'il faut. Et là, pour le coup, la mémoire, oui, je suis tout à fait d'accord et tout à fait, là encore, réduite à sa plus simple modestie, hein. Il faut être extrêmement modeste par rapport à une politique mémorielle, sachant que vous avez aussi des tentatives de réconciliation à un moment donné, même des manuels scolaires entre Israël et Palestiniens, Israéliens et Palestiniens, au début des années 2000. Donc on a eu aussi des tentatives de réconciliation qui ont échoué, hein, mais voilà, pour le moment en tout cas. La fin de la guerre froide n'a-t-elle pas joué en ouvrant la possibilité d'une remise en cause du passé sans disqualifier le modèle qui n'a plus d'adversaire? Je ne suis pas sûr de comprendre la question. Disons que la fin de la guerre froide a ouvert une nouvelle période en Europe de l'Est, en considérant effectivement qu'il y avait, et d'où les lois mémorielles qui ont été prises en Europe de l'Est, qu'il y avait là à revoir ce passé soviétique, et même au départ en Russie d'ailleurs, à revoir ce passé soviétique sous l'angle des crimes communistes. Voilà, donc ça c'est vraiment une politique mémorielle menée depuis les années 90 en Europe de l'Est, c'est la reconnaissance des crimes communistes, notamment par Staline pour la Seconde Guerre mondiale, ce qui a créé un fossé avec la Russie, et on le voit depuis quelques années, et notamment depuis évidemment l'Ukraine, un fossé considérable entre les politiques mémorielles du côté russe et les politiques mémorielles du côté des pays d'Europe de l'Est. Voilà ce que je pourrais dire. Eh ben, merci Sébastien, Beaucoup, parce ouais.
c'est vraiment passionnant et j'encourage les participants à aller lire tous les articles et les différents textes que tu as pu publier ces dernières années sur la question parce que c'est tout à fait passionnant. Et donc, quand on publiera ce webinaire et cet enregistrement, on mettra évidemment quelques-unes des références bibliographiques auxquelles je pense. Voilà. Et puis peut-être tout de suite, Olivier, on te laisse la parole. Je vais télécharger le diaporama que tu avais prévu, puisque donc tu vas nous parler du 11 novembre. Alors, je le cherche, hein. Ok. Ou bien je peux partager mon écran si c'est plus simple. Attends, j'y suis presque normalement. Voilà, ça. Voilà. Ok, parfait. Merci beaucoup. Oui, donc un point sur la commémoration du 11 novembre. Donc vous avez ici l'illustration pour la version 2023. Donc un document qu'on trouve sur le ministère des Armées et qui pourrait être en soi un objet à étudier par les élèves. Hein. Il y a tout un message, hein, 2023, votre histoire, notre histoire, et puis le bleuet de France. Donc une question, pourquoi évoquer la commémoration du 11 novembre aujourd'hui? Alors, il y a d'abord bien sûr un point d'actualité, c'est aussi une des 12 journées nationales commémoratives indiquées sur le site EduScol, et puis ça permet aussi de faire un pas de côté par rapport à d'autres commémorations. Donc l'actualité, c'est celle de cette semaine et du 11 novembre prochain en particulier. Donc par exemple à Paris, hein, il y aura des élèves qui vont participer à différents temps du 11 novembre. Il y aura, Sébastien Ledoux y a fait allusion, il y aura la commémoration du 11 novembre 1940. Hein, donc, jour de manifestation de lycéens et d'étudiants parisiens, manifestation donc, sur les Champs-Élysées en direction de l'Arc de Triomphe, et donc interdite par les autorités, par les Allemands, et donc il va se traduire par des arrestations. Donc le but des lycéens et des étudiants étant de protester contre l'occupation allemande et d'affirmer l'attachement aux valeurs patriotiques. Et donc cette manifestation, elle est donc encore aujourd'hui commémorée hein, par une plaque en haut des Champs-Élysées et par une cérémonie qui a lieu le matin à 9h15 chaque 11 novembre. Deuxième temps, la cérémonie présidentielle donc présidée par le président de la République hein, à 11h. Puis, pour ce qui est de Paris, une cérémonie en Sorbonne, mais il y aura aussi d'autres cérémonies dans d'autres établissements parisiens, comme le lycée Buffon. Et puis aussi des élèves qui vont, soit le 11, soit le 10, hein, participer à des cérémonies auprès de tel ou tel monument aux morts. Et puis enfin, le ravivage de la flamme à 18h30, qui aura une dimension particulière cette année, puisque ce sera le 100e anniversaire du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe, selon la forme que nous connaissons actuellement. Deuxième raison de s'intéresser ce soir rapidement au 11 novembre, donc c'est une des 17 journées recensées sur le site EduScol, donc, dont j'ai fait ici une capture. Alors, est-ce qu'on peut passer à la diapo suivante? Normalement, c'est toi qui as la main, mais je peux la reprendre. Ok, d'accord, parce que moi, je vois pas le diaporama. T'inquiète, je reprends le rôle. Hop, et je passe à la diapo suivante. Voilà. Donc là, sur le site EduScol, on a ce qu'indiquait Sébastien Ledoux, hein, c'est l'idée que la communauté éducative est invitée à s'associer aux principales commémorations nationales qui ont lieu pendant l'année scolaire. Ces journées, je cite hein, un passage du site EduScol, ces journées offrent l'occasion aux enseignants de sensibiliser les élèves en amont et dans le cadre des programmes à des thématiques citoyennes, avec l'idée qu'à travers ces commémorations, on va transmettre des valeurs, hein, et notamment les valeurs de la République. Alors, c'est une des 17 journées commémoratives.
qui reprennent les grandes journées nationales, hein, mais pas complètement, la liste n'est pas tout à fait la même. Sébastien Ledoux évoquait la journée de Jeanne d'Arc, du patriotisme, hein, qui est toujours une journée officielle, mais qui n'est pas dans la liste des 17 journées qu'on peut voir dans la diapo suivante. Voilà, donc c'est tout petit, mais elle est disponible sur le site du SCOL, hein, dans Histoire et Mémoire. Et donc là, eh bien, on retrouve les 4 journées anciennes, entre guillemets, donc le 11 novembre, le 8 mai, le 1er mai, le 14 juillet, hein, et puis toutes les journées qui se sont multipliées depuis en 1954, 1981 et surtout les années 1990. Donc toutes ces journées sont donc indiquées comme l'occasion pour les élèves d'un travail commémoratif. Alors, troisième raison pour évoquer le 11 novembre, eh ben, ça permet de faire un petit pas de côté par rapport à des questions vives, sensibles, donc évoquées par Sébastien Ledoux. Et donc, c'est l'occasion peut-être de réfléchir sereinement à la manière dont on peut réfléchir, dont on peut étudier avec les élèves une journée commémorative à partir d'un questionnement très simple, très basique, qu'on peut voir dans la diapositive suivante, hein, des questions extrêmement simples. Qu'est-ce qu'on commémore, finalement? Parce que les frontières sont parfois un peu fluctuantes. Pourquoi est-ce qu'on commémore? Depuis quand et à quelle date? Qui commémore? Et comment est-ce qu'on commémore? Et à travers toutes ces questions qu'on peut appliquer à toute journée commémorative, à toute cérémonie ou hommage, peut-être qu'on peut cerner le sens de cette journée commémorative et son évolution. L'idée que je partage avec Sébastien Ledoux, c'est qu'on peut faire l'histoire des commémorations, on peut faire l'histoire des mémoires avec les élèves. L'idée étant que toute commémoration est un construit, ça n'est pas un donné. On peut mettre à jour toutes les fausses évidences, les idées que telle cérémonie a une forme qui était écrite à l'avance, que tel événement doit être commémoré parce que c'est ainsi. Et cette idée de mettre à jour tout ce qui peut être historicisé est aussi un enjeu de l'enseignement. Donc on a évoqué les programmes de spécialité où histoire et mémoire est vraiment formellement très bien mis en valeur, mais je regardais les programmes aussi de première. Dans Sortir de la guerre, dans le chapitre Sortir de la guerre, de la Première Guerre mondiale, on a les enjeux de mémoire de la Grande Guerre, tant pour les acteurs collectifs que pour les individus et leurs familles. Donc là, vous voyez, on est cette question des mémoires, avec la diversité des publics et du sens de la commémoration, elle est inscrite aussi dans les programmes scolaires. Alors, quelques éléments de réponse à toutes ces questions que je vous propose. Donc, des éléments de réponse qui ne sont pas du tout exhaustifs, qui ne sont pas approfondis et que je vous propose de faire sous forme un peu négative. Alors, on peut passer à la diapositive suivante. Autrement dit, je vais essayer d'indiquer par 7 courts arguments ce que la commémoration du 11 novembre n'est pas seulement ou n'a pas toujours été. Alors, ça n'est pas une commémoration qui a été toujours consensuelle, bien au contraire, ça a été une commémoration qui a été très longtemps discutée, disputée. La cérémonie telle qu'on la connaît aujourd'hui, déjà, elle a mis 4 ans à être mise en forme, entre 1918 et 1922. Elle a été l'objet de débats très vifs entre associations et pouvoirs politiques. Les associations, par exemple, ne voulant pas de discours, de défilés, de fêtes. Pour ces associations, devaient être dans le recueillement, alors qu'il pouvait y avoir d'autres conceptions d'un usage politique de la fête, avec l'affirmation du rôle des politiques dans cette victoire de 1918, avec notamment la figure de Clémenceau qui a pu être honorée et qui l'est aussi chaque année le 11 novembre par le président de la République, juste avant la cérémonie de 11h. Dès la fin de la guerre, de la Grande Guerre, 3 mémoires s'opposent. La mémoire barésienne des ligues qui célèbrent la guerre qui fortifie les peuples et les nations. On a une mémoire pacifiste et puis on a aussi une mémoire communiste qui rejette la guerre capitaliste. Et il y avait
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, des gerbes qui portaient le message à nos aînés morts pour le capitalisme. Donc, vous voyez, on a des sens qui peuvent être très différents selon les acteurs de ces commémorations. On avait aussi un débat sur qu'est-ce qu'on célèbre? Est-ce qu'on célèbre la République ou est-ce qu'on célèbre une victoire républicaine ou est-ce qu'on célèbre aussi les chefs militaires et les politiques? Et puis cette commémoration, elle a évolué depuis les années 20. Donc on a évoqué les années 40 avec la mémoire des étudiants et lycéens de 1940, mais aussi la mémoire du maréchal Pétain qui a conservé cette commémoration, mais qui voulait des cérémonies très discrètes, pas du tout ostensibles. Et cette journée, donc sous le gouvernement de Vichy, c'est une journée qui associe les morts de 14-18 et ceux de 40. L'idée étant de commémorer tous les morts pour la France, comme victimes auxquelles finalement Pétain, lui, apporte un secours. Donc on a, vous voyez, encore une fois, une même date, un même événement, mais un sens qui peut être tout à fait antagonique. Évolution de cette commémoration avec une étape majeure qui est celle de la loi de 2012, donc sous la présidence de Nicolas Sarkozy, qui fait du 11 novembre la journée de commémoration de tous les morts pour la France. Et c'est une commémoration de tous les morts pour la France. Ça a été donc inspiré par le rapport André Caspi qui voulait réduire le nombre de commémorations, inspiré aussi sans doute par l'exemple américain et anglais du Remembrance Day et du Memorial Day. Et donc cette loi qui est celle qui est toujours actuellement en vigueur, donc cette journée de commémoration de tous les morts pour la France, elle a été en son temps et encore aujourd'hui parfois discutée, disputée, remise en cause donc au nom d'une dilution du sens de chacune des guerres, des spécificités de chacune des guerres. Alors, cette mémoire, donc, pardon, cette commémoration, donc, elle n'a pas toujours été consensuelle, elle n'a pas été toujours placée le 11 novembre. Dans la loi du 25 octobre 1919, donc, qui a précédé donc, la loi dont je parlais juste avant, on envisageait la date du 1er ou du 2 novembre en lien avec la fête des morts. Donc, c'est tout à fait intéressant à noter. Et voilà, dans l'article 6, on pouvait lire « Tous les ans, le 1er ou le 2 novembre, une cérémonie sera consacrée dans chaque commune à la mémoire et à la glorification des héros morts pour la patrie. » Voilà, donc là, on retrouve aussi cette idée évoquée par Sébastien Ledoux entre héros et victimes. Ben, cette cérémonie du 11 novembre, elle a toujours balancé entre les deux, entre la glorification des morts, des soldats, et puis aussi les soldats qui sont victimes. Et ça, on le voit aussi, et Antoine Poix l'a montré dans les monuments aux morts. Alors, une autre date qui a été aussi envisagée, c'est la date du 14 juillet. Et en 1919, les autorités donc, célèbrent la victoire de 1918 le 14 juillet, dès le 14 juillet, par de grands défilés militaires à Paris et en présence des Alliés. Cette date du 14 juillet semblant être plus appropriée à la célébration d'une victoire de la République. Alors, ça n'a pas, cette commémoration, elle n'est pas absolument inédite. Il y a eu des commémorations au cours même de la Grande Guerre. Dès 1915, il y a eu des commémorations de la victoire de la Marne. Il y a eu dès 1914 des journées de la guerre organisées ici ou là, des journées de la guerre dédiées par exemple aux coloniaux, dédiées aux orphelins de guerre, et à chaque fois étaient présents des enfants. Sébastien Ledoux l'a dit, c'est une vraie tradition. Dès l'origine, les enfants sont présents par cette idée d'une pédagogie de la cérémonie. Alors, cette cérémonie, elle n'est pas uniquement celle de l'armistice du 11 novembre 1918, je l'ai dit. La loi du 10 novembre 1921 porte dans son article 1er « La République française célèbre annuellement l'anniversaire du 11 novembre, fête de la victoire et de la paix ». Fête de la victoire et de la paix, qui est toujours une expression reprise dans la loi de 2012 qui est en vigueur actuellement. Ça n'a pas été supprimé.
on est toujours dans le cadre de la fête de la victoire et de la paix. Et là, on retrouve l'ambivalence, les hésitations entre une fête, fête de la victoire et aussi un moment de recueillement et un message pacifique. Alors, on peut noter que cette évolution de 2012, en fait, n'a pas fonctionné parce qu'on peut aussi distinguer les politiques mémorielles des appropriations ou des réalités sur le terrain. Et force est de constater que cette conception de la journée du 11 novembre comme comme journée de tous les morts pour la France n'a pas réellement pris, puisqu'en fait, on évoque principalement les victimes de la Première Guerre mondiale et très peu les victimes, les soldats morts, par exemple, en opération extérieure jusqu'à aujourd'hui, même si des efforts sont faits dans ce sens pour rendre la fête, la commémoration du 11 novembre, une commémoration actuelle, hein, qui ne porte pas que sur les anciens combattants. Ça n'a pas non plus été toujours un jour férié. Donc, au début, dans la loi du 10 novembre 1921, eh ben, il était prévu que la fête du 11 novembre soit placée au dimanche le plus proche, hein, et donc non pas un jour férié. Et c'est la loi du 10 novembre 1921 qui précise que cette fête sera célébrée donc le 11 novembre. Donc, et en fait un jour férié. Et c'est une question qu'on a aussi rencontrée, qu'on retrouve pour le 8 mai. Ça n'a pas toujours été une fête ou une commémoration prévue à l'Arc de Triomphe. Hein, le Panthéon aussi a été un lieu envisagé. On sait que le soldat inconnu donc avait d'abord été imaginé comme devant reposer au Panthéon, et en fait finalement, à la demande des anciens combattants, eh ben, c'est l'Arc de Triomphe qui a été désigné comme le lieu d'inhumation du soldat inconnu. Mais lorsqu'il est arrivé en 1920, eh bien, il a d'abord fait une étape au Panthéon, donc qui était un autre lieu de commémoration. Et puis, ça n'a pas toujours été une commémoration liée au ravivage de la flamme du soldat inconnu, puisque, comme je le disais, ce ravivage de la flamme du soldat inconnu, elle a été mise sur pied en 1923, donc il y a exactement 100 ans, par le ministre de la Guerre et des Pensions de l'époque, André Maginot, qui a, à partir de l'exemple anglais, donc imaginé cette cérémonie du ravivage de la flamme. Donc voilà quelques éléments sur cette commémoration du 11 novembre qui permettent de déconstruire l'image qu'on pourrait avoir, l'image figée qu'on pourrait avoir du 11 novembre, non pas pour contester le sens de cette commémoration, mais pour au contraire permettre d'en dégager le sens, les ambivalences à travers l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Alors, pour aller plus loin, donc, outre les ressources que vous connaissez déjà, donc j'ai indiqué le livre de Rémi Dalisson, spécifiquement consacré à ce 11 novembre, qui en fait tout l'historique. Une ressource canopée qui est à venir, donc dans les mois qui viennent. Et puis, vous avez aussi des choses sur les sites internet des partenaires qu'on a pu évoquer, donc qui sont aussi des acteurs de la mémoire et de la transmission de la mémoire, donc les chemins de mémoire, sur le site du ministère des Armées, de la Direction de la mémoire et de la culture et des archives, le site de l'ONAC-VG, le site de la Fédération nationale André Maginot et le site du Souvenir français. Voilà, j'en ai terminé. Eh ben, merci beaucoup Olivier, merci beaucoup à tous. Il est 18h30 pile, donc franchement là on est très bien. En fait, ce webinaire, c'était donc le premier, comme je le disais tout à l'heure, d'une série de webinaires. Et le prochain, la date n'est pas encore tout à fait fixée, mais on aimerait bien qu'il ait lieu le 18 janvier. Et on aimerait bien qu'il aborde avec l'aide de Lucie Vouzelot au Musée mémorial du terrorisme, on aimerait bien qu'il aborde la question de la justice face au grand procès.
Voilà, donc on reviendra vers vous prochainement pour vous envoyer les ressources liées à ce webinaire et puis pour vous envoyer également la date et le programme du prochain webinaire en espérant que vous serez nombreux à suivre donc ce cycle de webinaires. Voilà, et ben on vous remercie tous. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Non, après, ce sera à l'occasion aussi de se relier à ce qu'on a fait ce soir, puisqu'il y a tout un pan, évidemment, avec la mémoire. Je reprends le thème de spécialité de terminale, hein, sur mémoire, justice, et sur la façon toujours de reconnaître ce qui s'est passé, de connaître ce qui s'est passé. Donc, eh ben, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, à vous remercier pour votre participation et remercier encore vraiment Sébastien Ledoux pour sa présence, Olivier pour ce point, Olivier Dautrem pour ce point tout à fait nécessaire et intéressant sur ce que c'est que le 11 novembre. Et puis, bah voilà, très bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.